Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio. Abstem Sidéré. Ben merci cher ami. Toujours un plaisir de vous retrouver, de débattre avec vous, y compris et notamment d'ailleurs sur un ring de boxe. Exact. Avec les gants pour un débat sans concession, un débat d'idées. Abstem Sidéré avec vous. Sans concession. Sans concession. Abstem Sidéré, je rappelle, ancien ministre en charge de l'emploi, économiste et membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Tout à fait. Ça vous va dans cet ordre-là? Ancien ministre, économiste et membre du bureau politique? C'est lié. Débat entrant en thématique avec vous. Premier round sur cette loi sur le droit de grève. Vote d'ailleurs, ultime vote en plénière. Est-ce que le PPS est pour ou est-ce que le PPS est contre ce nouveau cadre juridique, cette nouvelle loi organique 87-15? Vous nous direz, c'est la position claire politique du PPS concernant le droit de grève, parce qu'elle n'est pas forcément très claire. Deuxième round, exonération de l'IR sur les pensions de retraite, a priori sur toutes les pensions de retraite, annoncé amendement par l'exécutif. Est-ce que c'est un coup de com' ou un coup de maître politique, avec un point d'interrogation? Vous nous direz également ce que vous en pensez. Et enfin, troisième round, projet de loi de finances 2025. Le PPS, a priori, là aussi, s'est opposé, a voté contre. Est-ce que c'est une position de l'opposition juste pour s'opposer? Avec un point d'interrogation, là aussi, vous nous direz. On verra tout ça. On verra tout ça, mais on va démarrer avec la loi sur le droit de grève, loi organique 87-15. PPS est pour ou contre? Avant de dire rapidement... Ah, déjà, c'est compliqué, déjà, vous ne voulez pas répondre. Non, je vais répondre. On a voté contre en commission. Oui. La position du parti a été exprimée dans un communiqué. Oui. Pour dire pourquoi on a voté contre. Parce que le ministre s'est montré, dans un premier temps, ouvert aux amendements d'opposition, puis à partir de l'article 7, il a fermé les robinets. Pour des raisons peut-être compréhensibles sur lesquelles on pourrait revenir. Mais le parti a voté contre, tout en laissant la porte ouverte. La porte ouverte, d'abord, aujourd'hui, c'est le vote en plénière pour adopter le définitivement texte, ce texte au niveau de la première chambre. Et puis, il y a le passage également de la deuxième chambre, la chambre des conseillers. Si le texte qui va sortir de la chambre des conseillers sera amélioré, et peut-être même que les syndicats vont l'accepter, et qu'il va faire un retour à la chambre des représentants, on pourrait... Vous convenez comme moi que ce n'est pas très clair, la position politique du PPS. On pourrait revoir... Non, c'est aussi clair que l'eau de roche. Les syndicats, ça ne leur pose pas de problème, ils ont applaudi, ils ont salué le texte avant même qu'il soit voté définitivement. Non. Et un parti comme le PPS, l'opposition, on n'y voit pas clair. Non, il y a un communiqué qui est sorti. C'est très clair. Oui. C'est très clair pour ceux, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir les choses telles que je les ai exprimées. Oui. Il n'y a pas de position dogmatique comme ça. On vote contre par principe, non. On vote contre ou pour sur la base d'un texte. Oui. Le texte tel qu'il est sorti, tel qu'il a été voté par la commission, nous semble qu'il est en deçà des attentes, d'abord des attentes des travailleurs, je dois dire. Parce que les syndicats n'ont pas du tout la même position et la même appréciation que vous de ce texte de loi. Nous sommes un parti, non pas un syndicat. Bien sûr, on peut être solidaire avec les syndicats, mais il y a le syndicat, il y a le parti. Nous sommes un parti, nous exprimons un point de vue qui nous est propre, mais qui tient compte d'un certain nombre de paramètres. Il faut partir des principes. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement dans ce texte de loi tel qu'il est présenté, tel qu'il est aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours des articles qui sont confus. Lequel? Sur le préavis, par exemple. Oui. C'est-à-dire le délai de préavis? Et bien sûr, un délai de préavis. Nous, on a présenté il a été ramené à 15 jours. Mais je crois que 15 jours, il ne faut pas le généraliser. Il y a des cas où il faut faire la grève sans préavis. Il y a des cas... Donc le PPS encourage des grèves sauvages, c'est-à-dire que des grèves spontanées qui peuvent être... Écoute, Rachid, il faut comprendre la philosophie de la loi organique sur les grèves. D'abord, c'est la première fois que le pays va se doter de cette loi depuis 1962, d'accord? Mais avec la Constitution 2011 et le nombre de conventions internationales de l'Organisation internationale du travail que le Maroc a ratifié, ça pose de nouvelles. Le texte se pose dans un nouveau contexte. Dans un nouveau contexte. Parce que finalement, à la limite, ce n'est pas la loi qui est la plus, en elle-même qui est la plus importante, c'est son application.
Combien de lois, c'est Rachid, que nous avons adoptées, qui sont mal appliquées, y compris le code du travail? Non, mais en même temps, on a besoin d'une loi. Le Maroc a besoin d'une loi pour améliorer son climat des affaires. Et vous dites là, nous, on vote contre le PPS parce que ce qui n'est pas clair et clarifié, c'est le délai de préavis donné pour le déclenchement d'une grève. Ça paraît réducteur, ça. J'étais au ministère. Oui. J'ai énormément de plaintes des syndicats, parce que dès qu'un syndicat se met à constituer un bureau dans une petite entreprise, immédiatement, les membres du bureau sont licenciés. C'est à ça qu'il faut... Le texte prévoit l'interdiction de licencier. Le texte prévoit l'interdiction de licencier un gréviste et l'interdiction de prendre des mesures discriminatoires à l'égard d'un gréviste syndiqué. Mais je ne te dis pas que tout ce qui est dans le texte est mauvais. Oui. Mais il est susceptible d'être amélioré. Pour un seul article dans ce texte de loi organique qui va légiférer sur le droit de grève, le PPS vote contre. Pour moi, l'idéal, c'est de sortir avec un texte consensuel, surtout pas à la majorité. Il n'est pas consensuel, le texte là. Consensuel. Certains considèrent que le gouvernement a tout concédé aux syndicats. Parce que finalement, qui est vraiment impliqué dans cette loi? C'est les travailleurs et le patronat. Bon, d'ailleurs, en tant que politique, on gère, on régule. Donc il faut que... Les syndicats, le texte leur convient, et le patronat, le texte leur convient, parce qu'ils n'ont toujours pas réagi. Écoutez, pour vraiment qu'il y ait la paix sociale, pour que le texte soit effectif et soit rentable sur le plan socio et politique, il faut qu'il bénéficie de l'adhésion des partenaires sociaux. Donc, c'est Abdeslam Sadeghi, juste un point important. Tous les syndicats n'ont pas le même problème, n'ont pas la même position. Il ne faut pas généraliser. Oui, mais globalement, les syndicats, en tout cas les plus représentatifs, ont salué l'avancée que cette nouvelle loi sur le droit de grève va impulser. C'est ce qu'on a fait aussi. On a salué l'avancement. On a salué l'avancée, mais on estime qu'il y a des marges d'amélioration. Le chef du groupe du PPS au Parlement, première chambre, Rachid Hamoumi. Exact, oui. Il a salué la méthode employée par Younes Khoury, qui a privilégié la concertation élargie avec toutes les parties parties prenantes qui sont légitimes. Et il a salué le texte. C'est ce qu'on a dit dans le... Et il a salué le texte. Le chef du groupe parlementaire du PPS à la première chambre. Et là, vous nous dites aujourd'hui... Ici, à l'ODJTV Radio, en fait, nous, on est contre, on attend de voir... C'est une nuance. C'est Rachid Hamouni et membre des bureaux politiques. Nous avons fait, pour ce genre de texte, c'est la décision des partis... C'est la décision des partis qui compte. Elle n'est pas claire, la position. Entre la position du parti qui compte et Rachid Hamoumi, le chef du groupe parlementaire du PPS... Aucune contradiction. Aucune contradiction entre ce qu'a dit Rachid Hamouni et ce que le PPS, le bureau politique du parti exprime. Aucune contradiction. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? Moi, j'y vois une contradiction ou certains pays y voient une contradiction. Toi, tu la vois, moi, je ne vois pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Rachid Hamoumi qui salue la méthode employée par Younes Khoury, l'avancée de ce texte de loi, et vous dites, mais nous, on vote contre. Est-ce que je dis également? Je dis que le ministre a bien commencé, peut-être pour des calculs qui sont propres à lui, des calculs tactiques, parce que, pour être clair, il ne faut pas que le texte sorte parfait au niveau de la Chambre des représentants. Le ministre doit apporter quelque chose, doit faire des concessions vis-à-vis des syndicats, vont venir avec des nouveaux amendements. C'est pour cela que je dis notre position reste évolutive. Si demain, à la Chambre des conseillers, le ministre se montre plus ouvert aux propositions des syndicats et d'autres partis politiques également qui sont représentés au niveau de la Chambre des conseillers, et que le texte revient. Vous avez été un ministre en charge de l'emploi, vous aussi. Younes Khoury, c'est lui qui est aux responsabilités aujourd'hui et qui gère ce portefeuille-là. Il y a plus de 300 amendements qui ont été pris en considération et en compte par l'exécutif et par Younes Khoury. Et vous dites qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il en prenne encore un peu plus. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Est-ce que ce n'est pas une position... Déjà, limite abusive. En discutant avec... Il y a la volonté... Moi, je ne nie pas la bonne volonté des ministres et du gouvernement sur ce texte-là, précisément. Parce qu'il est stratégique pour notre pays. Et on doit l'adopter coûte que coûte, mais pas dans n'importe quelle condition. Il y a l'équilibre à faire. C'est très simple. L'équilibre à faire entre le droit de gouverner, de faire grève, et le droit de travailler.
et la liberté de travailler. Il y a les attentes des patronats à prendre en considération, il y a les attentes des travailleurs et des syndicats à prendre en considération. Ça, c'est un équilibre. Peut-être l'équilibre peut paraître fragile, mais il faut faire un effort pour y parvenir. Donc, très simple. Donc voilà, en tout cas, c'est la position de la et vous allez voir, si les choses se passent bien au niveau de aujourd'hui, lors de l'adoption des textes en plénière, certainement, le ministre va accepter d'autres amendements. Et demain, à la Chambre des conseillers, s'il y a des avancées, et le parti va revenir, va analyser le texte. Et on peut changer de... Alors, on n'a pas une position comme ça. Vous changez de position, mais pas de chemise et de veste. Vous changez... Changer de position, mais par rapport à un texte. Donc il se pourrait que le PPS parce que l'USFP, par contre, l'USFP qui est chef de file de l'opposition... Non, il n'y a pas de chef de file, je suis navré. Chacun... Non, on n'est pas... C'est l'USFP, le parti majoritaire de l'opposition. Mais je n'ai pas chef de file. Députés, vous avez mais il n'y a pas de chef de file. Il n'y a pas de chef de file. On n'a pas de commandant, quoi que ce soit. Le parti est souverain dans ses positions. Il n'y a ni chiffre de file, ni rien du tout. En tout cas, l'USFP a voté contre en commission. Et le chef, et le PPS... Le parti d'opposition a voté contre en commission. Pour préciser les choses, le PPS n'a jamais accepté de titre depuis sa création dans les années 40 du siècle dernier. Il a toujours pris ses décisions en toute souveraineté, même du temps de l'Union soviétique. Donc, en tout cas, l'USFP campe sur la position et continue à voter contre ce texte sur la loi organique. Si on arrive en tant qu'opposition à avoir une position commune, tant mieux, mais personne n'impose sa position aux autres. Deuxième round, exonération de l'IR sur le revenu. Deuxième round, oui, c'est dynamique. C'est 28-29 minutes dynamique avec vous sur le ring, l'ODJ TV Radio. Deuxième round, sur l'exonération sur l'impôt sur le revenu, la fiscalité donc, sur les pensions de retraite, annoncée en grande pompe par l'exécutif. Très bien accueilli, cet amendement d'ailleurs, est soutenu au niveau de la deuxième chambre. Le PPS, c'est ce qu'il critique. Est-ce que là, vous saluez, vous applaudissez cette décision qui a été prise par le... Très bien accueilli parce que, d'abord, c'est vrai, tout le monde, les citoyens, les syndicats, revendiquaient l'exonération des retraites. Depuis 20 ans. Et le PPS aussi d'ailleurs. Bien sûr. Mais historiquement également. Il n'avait pas les implications chiffrées exactes. Maintenant que les choses sont claires, j'ai devant moi, peut-être certainement tu as les mêmes données. D'abord, valeur aujourd'hui... D'abord, vous êtes pour ou contre d'abord, juste pour commencer? Non, c'est-à-dire pour... Est-ce que vous êtes pour ou contre l'exonération de l'IR sur les pensions de retraite? Sur le principe, on est pour, bien sûr. Ah, vous êtes pour, donc vous saluez? Ah oui, bien sûr, non, on est pour sur le principe. Donc c'est beaucoup politique. Mais il n'y a pas que ça. Oui. On est pour l'exonération fiscale, mais on est pour également d'instaurer l'indexation, ce qui est le plus important. L'indexation des retraites sur le coût de la vie. Ça, c'est le plus important. Et puis, l'augmentation, d'une part, et d'autre part, troisième chose, on est pour l'élévation des petites retraites. Vous savez, la moyenne des retraites, on l'a fait un peu successivement, depuis le gouvernement de l'alternance. À un certain moment... Vous avez fait les calculs. À un certain moment, on était à 100 dirhams. Il y avait des retraités qui recevaient 100 dirhams. On est passé à 500. On est passé à 1000 dirhams. Je crois que c'est maintenant, c'est à 1000. C'est resté à ce niveau-là. Le minimum de la retraite, c'est 1000 dirhams. C'est rien du tout. Il faut aller au moins jusqu'au SMIC. Donc c'est bien qu'il y ait une exonération aujourd'hui, parce que ça va redonner du pouvoir d'achat aux retraités. On est bien d'accord. C'est bien, mais regardons les chiffres. Oui. Aujourd'hui, il y a à peine 20% des retraités qui ont une pension de retraite. Sur ces 20%, vous avez la grande majorité, c'est dans le privé, bien sûr. Et dans les pensionnés, dans le privé, on est à peu près 780 000, quelque chose comme... 790 000. 795 000, pour être précis. 795 800, pour être précis. Alors, 790 500, il y aurait, d'après les données, 32 personnes qui vont bénéficier de cette exonération. 32 personnes. Écoutez, vous avez bien écouté, 32 personnes sur pratiquement les bords CNSS. C'est pratiquement rien. D'accord? Dans le public, on est à... Le nombre de pensions, c'est
750 000. C'est 750 000. Oui. Non, dans le public, c'est pas 750 000, c'est beaucoup moins. Non, dans le public, c'est les personnes affiliées à la CMR, 750 000 personnes affiliées. Dans le public, ils sont 165 000. Oui. Alors, sur ces 65 000, il y a à peine 4% qui sont concernés. D'accord? Donc, finalement, et quand j'ai fait le calcul, ça part de 120 dirhams, quelque chose comme ça par mois, jusqu'à 500, 600 dirhams par mois. Donc, mais c'est une infime minorité. Finalement, vous êtes pour la défiscalisation des pensions de retraite, on est bien d'accord, zéro fiscalité, zéro fiscalité sur les caisses de retraite. Mais là, vous dites en fait que il faut corriger ça par deux choses. Il faut relever les pensions de retraite. Il faut relever les pensions de retraite. Au niveau de la CNSS, c'est ça? Surtout au niveau de la CNSS. Mais portez le débat là-dessus, j'ai pas vu le PPS s'exprimer là-dessus. C'est-à-dire effectivement ce plafond de 6 000 dirhams qui sert de calcul pour les cotisations de retraite, c'est là où il y a un souci. La moyenne des retraites dans le secteur privé, c'est généralement 50% du salaire de base. C'est très peu. Alors que dans le public, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ça peut atteindre jusqu'à 80%. En tout cas, c'est une mesure qui va essentiellement bénéficier aux fonctionnaires retraités et qui ont en plus un niveau de revenu égal ou supérieur à une 11 000 minorité, dirhams. et ça va bénéficier à ceux qui ont des pensions de retraite élevées. Mais pour ceux qui ont des retraites de moins de 9 000 dirhams, ils ne recevront rien. En tout cas, est-ce que ça c'est un coup de com' ou un coup de maître politique à mettre à l'actif et que vous mettez à l'actif de l'exécutif? C'est une anecdote. Comment ça, c'est une anecdote? Un coup de com'. C'est-à-dire pour utiliser ton langage. Non, mais c'est toi. Mais ça va permettre de relever le niveau de pension de retraite. Moi, je suis sûr, à mon avis, oui. Si les conseillers savaient que ça donne ça, ils ne se seraient pas mis debout pour applaudir. Comment ça, ils ne seraient pas mis debout pour applaudir? Quand le ministre a annoncé cette mesure-là. Oui, mais elle va toucher toucher plus de 100 000 personnes qui vont bénéficier d'une augmentation de revenus des pensions de retraite dans leur globalité. Pas de 100 000. 100 000. Non, mais pas de 100 000. 100 000. 100 000 Abstam Saderi. Mettons 100 000. Mais sur 100 000, la grande majorité, c'est des petites de 100 dirhams au maximum. Mais c'est déjà mieux que ça. Avant, il n'y avait rien. Moi, je ne dis pas le contraire. Mais il fallait avoir... Non, le problème au Maroc... C'est une question de répartition des revenus. Un problème beaucoup plus global. Il ne faut pas apporter des mesures comme ça, ou des mesurettes. La répartition de la distribution. Ou des mesurettes partielles. Oui. Des mesurettes partielles. Il faut avoir une conception globale, générale, sur la répartition des revenus, comment améliorer le niveau de vie des gens, des citoyens. Ça, c'est le gouvernement ne donne aucune importance à ce sujet-là. Il y a 166 800 personnes, 166 000 qui vont bénéficier de ce niveau dispositif fiscal avec une défiscalisation des pensions de retraite. Est-ce que là-dessus, le chef de gouvernement, parce que je rappelle que c'est une mesure, un amendement qui a été soutenu par le patronat également, par le patronat. C'est-à-dire que même si effectivement certains considèrent que le secteur privé va être lésé... C'est réparti sur 2 ans. Oui, sur 2 ans. À partir, ça va démarrer en 2025, ça va se poursuivre en 2026. C'est réparti sur 2 ans, et donc ça va être... Pour les petites retraites, dans le meilleur des cas, c'est 50 dirhams par mois. Mais en tout cas, c'est 166 000 personnes qui vont bénéficier... Oui, si vous estimez que 50 dirhams, c'est pas mal. Je n'estime rien. Je dis qu'il y aura 166 000 bénéficiaires. 166 000 bénéficiaires. Mais le montant, c'est Rochedlet. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Non, allez-y, c'est le montant qui vous déjà... qui est ridicule. C'est le montant qui est ridicule? Ou c'est plutôt le secteur public? Et ça fait des années que les retraites sont bloquées, sont gelées. Alors que, Dieu sait, depuis Covid jusqu'à aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté de combien? Au moins de 30%. Donc les retraites se sont dévalorisées de 30%. Le pouvoir d'achat, les retraités, ils vivent la misère. Est-ce qu'on voit bien que... Et ceux qui n'ont aucune retraite, encore plus. Vous avez 80% des retraités. Donc le gouvernement, c'est pour ça que le gouvernement doit, s'il veut vraiment pratiquer l'État social, comme il le crée sur tous les toits, il n'a qu'à venir avec une vision claire de l'État social. Le gouvernement actuel est loin de l'État social. En tout cas, là-dessus, c'est 166 000 bénéficiaires. Et je le dis en toute responsabilité. 166 800 bénéficiaires, essentiellement plus des fonctionnaires secteur public que le secteur privé. Donc je pensais que d'ailleurs que le PPS allait prendre...
Maintenant, c'est le chiffre officiel. 166 800 personnes vont bénéficier de ce nouveau dispositif fiscal qui devrait rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025. C'est toujours bien 50% d'abattement et ensuite les 50% d'abattement en 2026. De quoi prendre un plat de lentilles dans la perspective de la perspective de la réforme des caisses de retraite, où on dit que les déficits chroniques et structurels sont là, et notamment au niveau de la caisse marocaine des retraites, il y a eu une première réforme qui avait été mise en place. Et d'ailleurs, le PPS faisait partie du gouvernement par Abdellah Benkian, lorsqu'il était chef de gouvernement. La réforme paramétrique. Paramétrique, on l'a revu, en fait, tout ce qui a été revu sur le mode de calcul, sur une médiane, sur les 10 dernières années, pour évaluer les pensions de retraite, et puis l'âge de départ qui avait été reculé. Là, quelle va être la position du PPS à la lumière, de la décision qui a été prise là, de défiscaliser la pression fiscale liée sur les retraites et sur la réforme des caisses de retraite qui va démarrer à partir du 1er janvier ou de février 2025 d'ailleurs. La réforme des retraites, ça a été discuté dans le passé, ça va être discuté aussi. Moi, il faut aller, donc nous ne sommes pas de principe, il faut aller vers deux modes. C'est-à-dire deux caisses une caisse publique et une caisse privée, dans la perspective qu'il y ait une seule caisse à l'avenir. Il faut réunir les conditions. Pour que ce soit. Il faut aussi s'aligner vers le mieux. Il ne faut pas s'aligner vers le niveau bas. Si on veut aller regrouper, il ne faut jamais que ceux qui ont des revenus élevés, enfin des retraites élevées, descendent vers ceux qui ont des retraites faibles. Ça, c'est plutôt les fonctionnaires. C'est normal, il faut toujours aligner sur le ceux qui sont bien lotis, c'est ceux qui sont affiliés à la CMR et pas ceux qui sont affiliés à la CNSS. D'autre part, il y a des problèmes de gestion des fonds, des fonds de la retraite, des problèmes de gestion. Des gestions, c'est-à-dire de gestion des pensions des retraités. Je vous donne un exemple. Actuellement, la CNSS gère quelque chose comme, déjà à l'époque quand j'étais au gouvernement, c'était 60 milliards de dirhams, je crois que ça doit être 70 milliards de dirhams, qui sont obligatoirement déposés à la CDG, moyennant un taux de rendement de 3,5%, quelque chose comme ça, qui est en deçà des possibilités de rendement qu'offre le marché financier à la bourse. Alors, il faut revoir. D'autant plus parfois. C'est marrant d'avoir un parti de gauche comme le vôtre qui est pour le placement financier des allocations de retraite. Et puis il y a pour la financiarisation, c'est intéressant. Et puis on se rappelle toujours le fameux rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu sur la CNSS. On avait les fonds qui ont été gaspillés, etc. On parlait de 11 ou 12 milliards de dirhams à l'époque. 120 milliards ou 150 milliards de dirhams qui ont été dilapidés. Donc il faut une nouvelle gouvernance, d'accord? Parce que c'est important. Ouais, ça, mais pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'il faut? Ça. Est-ce qu'il faut qu'ils s'attendent à ce que le PPS, effectivement, comme ce qui a été fait sous le gouvernement Menkian, rallonge une fois de plus l'âge de départ à la retraite et revoit les modes de calcul, parce que celles et ceux qui nous écoutent attentivement, ils ont envie de savoir si vous êtes pour le fait que l'âge de départ à la retraite soit ramené à 65 ou 66 ans et que le calcul soit revu. C'est ça qui est intéressant. Sur ce plan-là, je vais exprimer peut-être un point de vue personnel. Certainement, le parti, je crois, il le partage. D'abord, on ne peut pas avoir décidé d'un âge de la retraite pour toutes les catégories sociales. C'est injuste. Ça ne se fait pas. C'est ce qui a été fait avant. C'est ce qui a été fait précédemment par le gouvernement Mitterrand dont faisait partie le PPS. On est d'accord. Nous sommes les gens d'aujourd'hui. On ne va pas à chaque fois remuer qu'est-ce qu'il y a à faire. Non, simplement te dire, la dernière réforme concernant les caisses de retraite, c'est un recul de l'âge de départ avec une révision du mode de calcul. Ça s'est imposé parce que, de toute façon, on a sauvé les meubles pour 7 ans, 8 ans, c'est tout. Maintenant, il faut voir les choses. Il y a le problème de la pénibilité de travail. On ne peut pas appliquer le même âge de la retraite à toutes les catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire le secteur BTP ou le secteur financier, bien sûr, le secteur des services. Ceux qui travaillent dans les mines, ceux qui travaillent dans le monde rural, les enseignants, etc. Ça d'une part. D'autre part, je me demande s'il ne faut pas carrément laisser la liberté aux personnes de sortir ou de pas en retraite. C'est-à-dire une option facultative. Je crois que l'option facultative, peut-être, va amener les gens à rester aussi longtemps que possible au travail.
Parce qu'il y a un fait psychologique. Quand vous donnez à la personne la liberté de choisir, ils se sentent davantage responsables. Des fois, le choix est conditionné par le fait de ne pas avoir le choix. Et quand vous légiférez par des lois comme ça, bureaucratiques, les gens réagissent mal. Donc la position du PPS, ça sera facultatif, chacun part quand il veut. Il y a des catégories, par exemple, pour les professeurs universitaires, ils ne partent pas à la retraite, ils continuent de travailler. D'ailleurs, ils partent à travers le monde. Au contraire, un professeur d'université, c'est à partir de 60 ans qu'il atteint une certaine maturité. Est-ce que c'est le cas d'Abdeslam Sadeghi? C'est le cas d'Abdeslam Sadeghi. Troisième round, Abdeslam Sadeghi avec vous, sur le projet de loi de finances 2025, voté. Ça a été, certains considèrent d'ailleurs que cette fois-ci, c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a quasiment pas eu, ou très peu, en tout cas, de débats animés, notamment par les différents corps intermédiaires. Mais le PPS contre. D'abord, est-ce que là aussi c'est une position du PPS juste pour s'opposer? Non. Ou alors c'est une position réfléchie, pensée, argumentée? Le jour, il faut se rappeler la position du parti. Le jour où on est sorti à l'opposition, on a déclaré que le parti fait de l'opposition, pas de l'opposition systématique, il fait de la position nationale constructive. À chaque fois qu'on voit qu'il y a qu'un texte apporte des éléments positifs, on vote. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet de finance? Si vous allez voir l'ensemble des lois qui ont été adoptées par le Parlement au cours de l'actuel gouvernement, on a voté en faveur de pas mal de projets de loi, favorablement. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça des gens qui votent contre les yeux fermés, non. On vote pour ou contre en analysant les textes. Alors, qu'est-ce qui nous dérange? Je n'ai pas compris ce qui vous dérangeait. Pourquoi vous avez voté contre? Voilà, je vais vous donner deux éléments. D'abord, sur les grandes problématiques qui sont posées par la population, qui sont posées par l'école intermédiaire, qui sont posées par la société civile, par les partis, le PLF, qui est toujours maintenant, il devient effectif que la fin du mois, n'apporte aucune réponse. À quoi? Tu prends l'économie de rente, la lutte contre la corruption. On reste point par point. Économie de rente, ça vous dérange? Le fait qu'il y ait une économie de rente? Ça nous dérange, bien sûr. Mais certains vous critiquent en disant, mais quand vous étiez aux responsabilités, ça ne vous dérangeait pas. Et là, maintenant que vous êtes plus aux responsabilités, ça me dérange. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Plus d'ampleur que lorsque vous étiez aux responsabilités. Et comment c'est, Rachid? Est-ce que ça c'est chiffrable? Est-ce que ça c'est chiffrable, bien sûr, ça bloque l'investissement. C'est chiffrable. Et ce n'est pas uniquement nous qui le disons, c'est les organismes internationaux le disent également. Voilà, ça c'est important. Deuxièmement, je voulais chercher le terme de démocratie dans le document. Une fois ça a été mentionné dans la loi, le texte. Le texte accompagnant la loi de finances, la note de cadrage. La note de présentation. Non, la note de présentation générale. Dans les dernières pages. Mais ce n'était même pas la démocratie. Or, la démocratie, c'est fondamental. Le respect, c'est fondamental. Troisième chose, c'est que sur par rapport aux engagements même du gouvernement, dans son programme gouvernemental, beaucoup de points restent toujours en suspens. Comme quoi? Il y a la participation de la femme à la vie active. Il y a l'aide aux personnes au handicap, ce n'a pas été. Il y a le revenu minimum qu'on a. On l'a instauré, mais c'est très discutable. Nous avons actuellement pratiquement 20% de la population qui ne bénéficie pas encore de l'amont, alors qu'on devrait généraliser ça en 2024. En 2023. Voilà. Mais est-ce que le PPS n'a pas une attitude ne manque pas et puis, les hypothèses de croissance? Non, les hypothèses sur lesquelles la loi de finances a été bâtie, c'est des hypothèses qui sont irréalistes. 70 millions de quintaux, campagne électorale. 70 millions de quintaux avec les principes, avec la situation actuelle. Vous croyez qu'on va faire le souci? Est-ce que c'est une responsabilité directe de l'exécutif? Non, mais il faut S'il pleut pas, il n'a pas de bouton on-off aussi. Non, bien sûr. Il se veut ambitieux dans ses hypothèses. Les prévisions météorologiques. Oui.
C'est une science actuellement. Oui. Est-ce que c'est une science exacte? Est-ce que c'est une science exacte? Il n'y a pas de science exacte nulle part. Voilà. Même les mathématiques ne sont pas exactes sur le plan philosophique. En tout cas, 36 milliards de dirhams qui ont été mobilisés pour le financement des aides et des aides directes. La reconduction du budget de 16,5 milliards de dirhams concernant la compensation. On voit bien que le budget général, la dépense publique est en augmentation de 4%. C'est un exécutif qui a voté et qui a porté une loi de finances où il va y avoir des dépenses publiques, la dépense sociale, qui va être en croissance. Et vous votez contre. Puis je termine à Rachid. J'espère que tu n'es pas l'avocat du gouvernement. Je ne suis ni avocat, ni encore moins du gouvernement. Tu es là comme journaliste. Journaliste, animateur des débats, sur le ring, l'ODJ, TV Radio. Donc vous posez vos questions et moi je réponds. Complètement. Vous n'avez pas et le gouvernement est capable de se défendre. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui augmentation de la dépense publique, augmentation de la dépense sociale pour 2025. Les dépenses sociales, les dépenses publiques, il y a je reviens toujours, il y a une différence entre ce qui est annoncé et ce qui est appliqué. Les documents à l'appui, calculs à l'appui, si je prends l'investissement public qui se chiffre à 340 milliards de dirhams, c'est une bonne chose sur le papier. Dans la réalité, il y a à peu près entre 60 et 70% qui sont dépensés et appliqués. C'est-à-dire le taux d'exécution. Taux d'exécution. La moyenne sur les 10 dernières années. Le taux d'exécution de l'investissement public. La moyenne sur les 10 dernières années, je ne vais pas dire c'est la responsabilité du PPS, sur les 10-15 dernières années, le taux d'exécution a toujours été entre 60 et 65% maximum. C'est toujours le même trend. Votre objectif, voilà. Et puis l'impact sur les régions est très limité. C'est des investissements, ils sont polarisés dans les trois régions, la région Casablanca. Ça aussi, ça fait 20 ans. Oui, mais il faut quand même penser à ceux qui n'ont rien. Et puis, il y a un retard au niveau de l'exécution des plans d'aide, de reconstruction de house. Oui. Ça, c'est un retard qui est dû, dont le gouvernement est responsable. Une perte de 3,5% du PIB. Dont le gouvernement est responsable. Oui, c'est des dizaines de milliards de dirhams qu'il faut investir. Pour certaines questions. Pour investir, pour financer tout ça, est-ce que vous êtes pour, vous, Absent Selapi, parce que je rappelle que vous êtes économiste réputé là-dessus, est-ce que vous êtes pour le fait d'endetter encore plus le pays ou d'augmenter les impôts pour assurer tous ces financements, notamment la reconstruction des provinces d'El Haus? La dette, c'est Rachid. Il faut être prudent. On est actuellement, si la dette du Trésor, on est à quelque chose comme 70%. La dette publique, on est à 84%, je crois, à peu près. Un peu plus, oui. Effectivement, nous avons une chose qui est positive, c'est que la dette extérieure, elle est relativement... elle représente 25%, je crois, de la dette. Oui, mais elle est en augmentation, elle est en croissance, et je rappelle qu'il y a une sortie à l'international qui est prévue par le pays dans quelques semaines. Le problème fondamental, ce n'est pas dans l'endettement, c'est de l'usage que l'on fait de la dette extérieure. S'endetter pour financer la reconstruction de House. C'est pour le fait de recourir à l'endettement pour financer. S'endetter pour investir, je suis d'accord. S'endetter pour financer les aides directes pour les populations défavorisées. Le problème, c'est... Oui, mais vous ne répondez pas à mes questions. Non, pas du tout, je vais répondre. Le problème, c'est quand je vois actuellement la dette en 2025, pour 2025, les recettes provenant de la dette, pratiquement, vont servir à rembourser l'amortissement, le service de la dette. Il nous restera en net à peine 6 milliards de dirhams. Ça, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'on a... Je ne dis pas que c'est... On a un service de la dette aujourd'hui qui est estimé à combien? Service de la dette par rapport au projet de loi de finances, projection 2025 Sans... que le service de la dette. Le service de la dette, il y a les charges et intérêts. Charges et intérêts, c'est quelque chose comme un peu 120 milliards de dirhams. Et on emprunte 126 milliards de dirhams. Donc, tu vois, il ne nous reste plus grand-chose. Finalement, donc, ce qu'il faut augmenter les impôts, on est sur le point de ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'endettement. On emprunte pour rembourser la dette. Ça, c'est mauvais. Parce qu'on a... Pourquoi? Le gouvernement, il faut se reconnaître. Le gouvernement a fait un effort de mobiliser des recettes domestiques. On voit que les financement innovant, les opérations Leaseback, vous applaudissez? Et puis sur les opérations Leaseback, tout ce qui a été fait, il y a 34 milliards de dirhams qui sont prévus dans le PLF 2025. Les financements innovants, il faut être transparent. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque du Maroc, c'est l'OCDE, c'est la Banque mondiale.
il faut les considérer comme des recettes ordinaires, donc il faut les inscrire. C'est une privatisation des financements. Et le gouvernement a mobilisé depuis 2019 quelque chose comme 90 milliards de dirhams. Il prévoit 34 milliards de dirhams en 2025. C'est pour ça que le déficit budgétaire a diminué. Si on intègre les 34 milliards de dirhams, on va se retrouver avec un déficit budgétaire de moins 7%. Moins 7, moins 8. 7%. Donc, tu vois, c'est ça, ce n'est pas transparent. Il faut être clair vis-à-vis. Un gouvernement doit dire la vérité au peuple. Maintenant, l'époque de faire des exercices comme ça, des pirouettes, un truc jouer aux alouettes, c'est terminé. Il faut traiter et se comporter avec notre peuple comme un peuple majeur. Le contribuable doit savoir comment son argent est dépensé. Ou utilisé en tout cas. Et c'est comme ça que les choses vont marcher. Et on va résoudre pas mal de problèmes. Dernier mot là-dessus, on a vu un Nabil Ben Abdallah très offensif il y a quelques jours à Casablanca. Je crois que c'est d'ailleurs le quartier de Sidi Bernossi. Il a été très virulent, très agressif, entre guillemets, politiquement, très critique. C'est quoi Non, c'est parce que d'un côté, on a Mohamed Ouzine, secrétaire général de l'UC, qui est en mode silencieux, Selachgar qui lui, il n'est pas très visible, mais en tout cas, il s'oppose avec ses équipes et ses parlementaires à tout ce qui est au droit de grève et au PLF. Oui. Parce que Nabil Ben Abdallah est en campagne déjà électorale. Nabil, c'est le secrétaire général du parti. Oui. Il s'exprime au nom du parti. Ouais. Et croyez-moi que lors de nos délibérations au bureau politique, c'est le bureau politique qui arrête la position du parti. Et c'est peut-être, parfois, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il y a un excès de langage. Du tout. Parce qu'il y a aussi l'affaire... Ça nourrit le débat public. Non, mais c'est le débat politique. Politiquement, c'est important. Quand vous avez en face de vous des gens qui souffrent, il faut les soulager, ne serait-ce que par le discours. C'est important. Mais ça ne veut pas dire que le PPS est en campagne électorale. Non, on n'est pas... Avant l'heure. C'est très tôt pour la campagne électorale. Merci infiniment, Abdeslam Siddiqui. En tout cas, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir avant de démarrer. Et c'est un plaisir aussi à la fin et au terme de ce débat en 3 rounds thématiques avec vous. Merci beaucoup. Et si c'était à refaire, je suis toujours disponible. Je vous remercie parce que je rappelle aussi que vous êtes toujours montré disponible pour le débat. Je crois que vous avez aussi ce logiciel de la culture du débat contradictoire. On apprend aussi. Et en tout cas, je vous remercie en tout cas une fois de plus pour votre disponibilité et pour votre capacité aussi à défendre vos idées et votre philosophie, et notamment votre philosophie économique, parce que je rappelle que vous êtes économiste et économiste connu, réputé en la matière. Merci une fois de plus à vous, Abdeslam Siddiqui, et à très bientôt. Merci. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.